cannabis aux États-Unis, qui est un petit peu l'invité surprise de cette campagne présidentielle américaine. Cette drogue, dont l'usage récréatif est déjà autorisé dans 24 États aujourd'hui, poursuit son chemin vers une légalisation généralisée. 3 États voteront le 5 novembre prochain, en même temps que la présidentielle américaine, pour légaliser l'usage récréatif du cannabis aux plus de 21 ans. Alors, est-ce que c'est un basculement? Qu'en pensent les Américains et les 2 candidats à la présidentielle? Comment en parlent-ils? On va discuter de tout cela ensemble. Et la première question que je vais poser à Charles Delouche-Bertolazzi, journaliste à Libération, et Pierre-Yves Geoffard, professeur à l'École d'économie de Paris. Pourquoi parle-t-on de cannabis dans cette campagne présidentielle américaine, Charles? Mais déjà, on en parle parce qu'il y a le 5 novembre, on n'élit pas seulement le président des États-Unis. Il y a plein de votes qui ont lieu dans les États, et donc notamment en Floride, Dakota du Sud, Dakota du Nord et Nebraska. Il y a la question de la légalisation du cannabis récréatif. Et donc les électeurs de ces États sont appelés à voter pour ou contre la légalisation du cannabis à usage récréatif, mais d'une manière plus large, les 2 candidats sont positionnés sur la question. Alors je me permets une toute petite intervention pour vous préciser que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne voulez manquer aucune de nos discussions. Elles sont toutes accessibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si cette discussion vous plaît ou si d'autres contenus vidéo vous plaisent sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à les liker et à les partager. N'hésitez pas non plus à nous souffler des idées de sujets que vous aimeriez retrouver en enquête visuelle ou en discussion dans l'espace commentaire. Ça nous donnera peut-être envie de les traiter. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon visionnage. Donald Trump, lui, a toujours le même discours qui consiste à laisser la priorité aux États sur cette question-là, tandis que Kamala Harris, récemment, en a fait un point de sa campagne, notamment à destination des hommes noirs à l'occasion d'un plan économique pour encourager la création de petites entreprises. Et pour mettre en place ce plan-là, elle prône une légalisation fédérale du cannabis à usage récréatif. Donc là, c'est vraiment une différence de point de vue entre les 2 candidats. J'ai envie de te poser la même question, Pierre-Yves Geoffard. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là tout à coup dans cette campagne présidentielle américaine? Alors, pourquoi on en parle, ça, j'en sais rien, mais effectivement, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses de la manière dont la démocratie américaine fonctionne. Toutes les 24 États qui ont déjà légalisé le cannabis récréatif l'ont fait tous, ou à peu près, d'une certaine manière, sous la pression populaire. C'est-à-dire que ça a été le résultat d'élections, de référendums locaux, dont la plupart étaient d'initiatives populaires. C'est-à-dire que sont vraiment les citoyens qui ont exigé un référendum dans différents États. L'exemple, l'un des premiers, c'était quasiment le premier, c'était au Colorado. Et en 2012, c'est vraiment l'équivalent d'un référendum d'initiative citoyenne qui a imposé ce sujet à l'agenda politique. Le gouverneur de l'époque a fait campagne contre la légalisation. Il était opposé à la légalisation. C'est un gouverneur démocrate. Mais le peuple a décidé qu'il fallait le faire, donc il l'a fait, il a respecté l'avis du peuple. Et quelques années plus tard, il déclarait, je m'étais trompé, et en fait, le peuple avait raison, on a eu raison de le faire, et on aurait dû le faire. Et ensuite, il est devenu un avocat de la légalisation dans d'autres États, en disant à chaque fois que, évidemment, ça dépendait de chaque État. Donc il y a ça, il y a cet élément qui est l'articulation entre, enfin, c'est vraiment du bottom-up. Et avec l'autre point sur cette question-là aussi, qui nous permet de voir que les États-Unis, c'est une collection d'États et que l'essentiel de la politique se passe au niveau des États. L'élection présidentielle américaine, en fait, ce qui relève du gouvernement fédéral, finalement, c'est pas tant que ça de choses qui concernent la vie quotidienne des gens. Et les élections à la fois locales, au niveau des comtés et au niveau des États, sont des élections parfois beaucoup plus importantes pour les gens. Donc il y a aussi cet élément qui est central dans la politique, dans la démocratie américaine, qui est que l'État fédéral ne doit pas se mêler de tout. Le pouvoir doit rester le plus près du peuple. Et parfois, on peut avoir des intervenants, des politiques qui sont tout à fait pour la légalisation, mais contre le fait que ce soit l'État fédéral qui s'empare du sujet. La moitié des États américains ont déjà légalement le cannabis récréatif. Qu'est-ce que ça changerait qu'il soit légalisé au niveau fédéral? Justement, si le fédéral s'en mêle, qu'est-ce que ça pourrait concrètement changer, en fait?
Alors, c'est pas sûr que ça change. D'abord, même si c'est légalisé au niveau fédéral, c'est pas forcément pour ça que ça sera légal dans les États qui n'ont pas eux-mêmes légalisé. Simplement, ça simplifiera un peu la vie, notamment du côté des producteurs de cannabis, plus que du côté des consommateurs d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit interdit au niveau fédéral complique, d'abord interdit le commerce entre États, c'est-à-dire qu'un producteur dans un État ne peut pas vendre de cannabis à usage récréatif dans un autre État, même si les deux États ont légalisé. Le commerce entre États reste interdit aujourd'hui pour le récréatif. Donc ça, c'est évidemment, c'est une complexité. Et pour le financement des investissements, c'est compliqué aussi parce que les banques opèrent souvent dans plusieurs États et donc ne veulent pas prendre le risque qu'en finançant une activité, certes légale dans un État, mais illégale dans un autre État et illégale au niveau fédéral, eh bien, elles font l'objet de sanctions parce qu'elle finance une activité illégale au niveau fédéral. Donc il y a ces deux éléments-là. Pour les consommateurs, c'est pas sûr que ça changerait énormément de choses. Il y a une remarque de Black Chip Antéchrist dans le chat qui nous dit: dans les pays où l'on peut boire du whisky, du cognac ou de la vodka, il est absurde d'interdire le cannabis, sauf à vouloir criminaliser de fait une partie ciblée de la population. Moi, je voudrais rebondir sur cette remarque en vous demandant justement quel a été le rapport historique un petit peu des États-Unis par rapport à cette question de la légalisation du cannabis. Parce que là, on a l'impression que ça se développe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'États, que les barrières tombent un petit peu. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il y avait beaucoup plus de défiance avant ? Oui, on en est bien revenu au pays de la guerre à la drogue au sujet du cannabis. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu une prise de conscience au-delà de la population qui est de plus en plus qui est de plus en plus favorable à la légalisation. Il y a aussi une prise de conscience d'un point de vue économique et puis je pense aussi de liberté individuelle qui fait que les mentalités changent. Mais on est dans les années 70, le cannabis c'était vraiment la drogue qui représentait le mouvement hippie, la gauche contestataire. Donc c'était vraiment le diable en quelque sorte dans ces années-là pour le gouvernement américain et une certaine classe politique. Et donc ce qui fait que je pense qu'ils sont en train de revenir en fait du tout répressif sur cette question-là, parce qu'ils se rendent compte que d'un point de vue santé publique, le tout répressif ne tient pas, et que d'un point de vue économique aussi, ça peut être intéressant finalement de légaliser ce marché-là. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'un point de vue économique justement ? Alors ça, c'est Pierre-Yves répondre sur la question économique et les intérêts. Oui, parce que, pour faire court sur le sujet, il y a un marché du cannabis récréatif dans tous les pays du monde. Ce marché est soit très peu régulé, c'est-à-dire laissé aux mains du trafic et est un marché illicite, soit il est régulé dans un cadre légal. S'il est régulé dans un cadre légal, ça permet de développer une filière, d'avoir des producteurs de cannabis, d'avoir des emplois réguliers, des emplois déclarés qui vont payer des cotisations sociales, qui vont payer des impôts, qui vont avoir la protection sociale assortie à leur emploi légal, alors qu'évidemment dans une économie parallèle, on ne peut pas vraiment parler de protection sociale des travailleurs. Ça, c'est déjà un premier point. Donc ça crée une filière légale qui est... ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un tel écart entre le coût de production d'un gramme de cannabis qui est sous différentes formes, c'est moins $1 par gramme ou moins €1 par gramme, et le prix que les consommateurs, que les usagers sont prêts à payer, on va dire, après ça dépend de qui, et ça dépend de quoi, mais mettons que ce soit 10 euros le gramme, aux États-Unis, c'est un peu plus de $10 le gramme. Oui, voilà, et donc il y a un tel écart entre le coût de production et ce que les gens sont prêts à payer que de toute façon, même si c'est interdit, il y aura un marché illégal qui va se glisser dans l'interstice. Toute l'idée de la légalisation telle qu'elle a été mise en œuvre et telle qu'elle a fonctionné et telle qu'elle fonctionne, c'est de dire, plutôt que de laisser cet écart, cette valeur ajoutée entre les mains des trafics et de nourrir des mafias criminelles qui font autre chose que vendre du cannabis en plus, mais c'est quand même une grosse source de revenus, détournons ces flux-là, et il y a de la place pour des taxes, il y a de la place pour
pour des recettes fiscales qui sont colossales, hein, qui sont vraiment considérables. Enfin, colossales, c'est pas... si on raisonnait à l'échelle de la France, c'est pas ça qui résoudrait tout le déficit public. Mais bon, c'est quand même, dans beaucoup d'États, c'est une part non négligeable des recettes fiscales, souvent supérieure à ce qui était anticipé au moment de la réforme, et qui a permis de financer aussi, la plupart du temps, il y a une partie de ces recettes qui est préaffectée à des programmes de prise en charge sanitaire des usagers qui ont des problèmes avec le produit, aussi des prises en charge ou des accueils de populations plus jeunes. Donc il y a toute une partie qui est vraiment redirigée vers des actions de santé publique, et ça, c'est toujours des recettes qui sont assez bienvenues. Mais est-ce que si on légalise l'usage récréatif du cannabis, on supprime de fait le marché noir, le marché illégal ? Pas tout de suite, pas immédiatement, c'est pas instantané, mais ce qu'on voit, c'est que... Alors, et puis ça dépend comment c'est fait. Hein, ça dépend de la manière dont c'est régulé. Parce que il y a différents modèles possibles. Il y a 24 États qui ont légalisé, il y a 24 modèles différents au niveau des États, et ça se complique encore parce que au sein de chaque État, certains comtés peuvent avoir des régulations spécifiques et certaines communes peuvent avoir encore des régulations spécifiques. On a parfois des niveaux de taxes qui sont différents. On a des comtés dans lesquels c'est interdit, bien que c'est légal au niveau de l'État. Donc on a un maquis réglementaire que beaucoup d'acteurs d'ailleurs de la filière déplorent, parce que ça fait une complexité extraordinaire. Ça fait beaucoup d'acteurs dénoncent une bureaucratisation à marche forcée de la filière et de la régulation. Si c'était réglé au niveau fédéral, par exemple, ça pourrait pas faciliter un petit peu les choses, justement, pour essayer de sortir de ces différentes couches de c'est pas sûr, parce qu'il y a de toute façon toujours une possibilité au niveau de chaque État d'adapter les réglementations fédérales, et au niveau des comtés et au niveau des communes. Donc ça changera pas. Et simplement, la différence de modèle, ça joue sur quoi? Par exemple, sur la dose qu'on peut avoir. Oui, puis il y a des modèles qui vont, enfin il y a des États qui vont prioriser le côté vente, économie, le côté privé en fait, d'autres qui vont plus axer sur la réduction des risques, santé publique, l'accompagnement des jeunes pour les sortir des risques de la dépendance. Il y a beaucoup de modèles différents, mais c'est vrai que quand on prend par exemple la Californie, il y a une vraie culture en Californie de la consommation de cannabis, qui fait que du coup le modèle choisi est allé vers des produits très de qualité. Donc en Californie, c'est comment la législation actuellement? On est sur une législation, on est sur légalisation du cannabis récréatif, légalisé, mais avec un modèle plutôt privé qui a été favorisé. Donc ce qui fait qu'en fait, dans les États qui ont légalisé, il y a toujours du marché noir, parce qu'en fait le marché noir aussi, capte un certain public, des publics par exemple qui n'ont pas la possibilité de s'acheter, comme tu disais Pierre-Yves, un gramme de cannabis à un peu plus de 10 euros, un peu plus de 10 euros, 10 dollars le prix. Et ce qui fait que du coup, il y a un revirement vers le marché noir qui propose des prix en fait plus faibles, pour une qualité peut-être un peu moindre. Alors il y a soit un effet prix, soit un effet de disponibilité aussi. C'est-à-dire que le nombre de boutiques officielles, légales, par 100 000 habitants varie énormément d'un État à l'autre. Donc il y a des États où c'est légal, mais il n'y a pas tellement de boutiques, et donc c'est plus difficile d'en trouver. Donc là, c'est évidemment, dans ces cas-là, ça contribue à laisser subsister un marché noir important, d'autant plus que on sait maintenant qu'il y a une partie de ce marché illicite qui est alimenté par des producteurs légaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise de surproduction du cannabis aux États-Unis et au Canada, avec une part importante de la production qui a pas trouvé de débouché, et en partie pas parce qu'il n'y avait pas de demande, mais parce qu'il n'y avait pas assez de points de vente légaux disponibles aux heures et au moment où les usagers voulaient en acheter. Et donc ça, une partie de cette production se redirige vers les marchés illicites. C'est vrai que ça dépend complètement des États, parce que vous allez dans l'État à New York, en tout cas dans la ville de New York, c'est très impressionnant le nombre
de cannabis stores, de boutiques qui ont ouvert en 2 ans, c'est hallucinant. Ah oui, il y en a partout. Oui. Mais par exemple, si on prend le Colorado, qui est un État où le choix a été fait dès le début de s'appuyer sur un modèle très décentralisé, très libéral, avec des boutiques qui évidemment sont régulées, doivent avoir une licence, etc., mais avec une attribution de licence quand même qui était assez abondante, et un niveau de taxe qui était relativement bas, notamment pour lutter contre le marché noir. Aujourd'hui, le marché noir, c'est sur le cannabis au Colorado, c'est peanuts. Et ça n'existe quasiment plus. Donc il y a des États dans lesquels donc c'est pas une fatalité. Ça peut évoluer assez rapidement. Alors, tout près des États-Unis, il y a le Canada, où on voit que en 3 ans, dans certains États, le marché, la part des ventes qui passent par le marché illicite représente plus que 20%. Donc, ça peut aller très très vite quand c'est correctement régulé. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps quand c'est mal régulé. Ouais. Par exemple, en Californie, il y a eu des erreurs au départ, et notamment le fait d'avoir imposé des contrôles extrêmement stricts, ce qui est dénoncé aussi par la bureaucratisation. L'industrie légale n'arrivait pas à recruter ce qu'ils appelaient des compliance officers, donc des gens qui avaient une formation juridique et qui connaissaient le produit et qui étaient capables de répondre aux exigences de traçabilité du produit, tout ça. Et ça faisait ça coinçait, ça bloquait l'ouverture de boutiques légales. Donc ça a été adapté ensuite. Ce qu'on voit aussi, c'est que la légalisation, c'est toujours un apprentissage, il y a toujours des choses qui évoluent parce que on passe d'un système de prohibition à un système de régulation légale, il y a forcément des éléments, des évolutions qui n'auront pas été anticipées. Donc il faut faire preuve de réactivité, faire preuve de souplesse pour corriger les erreurs qui peuvent être commises au début. Et mais en tout cas, dans tous les États qui ont légalisé, il faut quand même le rappeler, c'est pas d'ailleurs limité aux États-Unis, il n'y a aucun État aujourd'hui qui envisage de revenir en arrière. C'est-à-dire que même dans les États où ça s'est pas si bien passé que ça au début, où ça a pu prendre un peu plus de temps à se mettre en ordre de marche, il n'y a aucun État où l'opinion publique veut revenir en arrière, et où c'est dans tous les États. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui explique l'évolution de l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui est majoritairement favorable à la légalisation du cannabis récréatif, avec des différences évidemment selon les opinions partisanes, mais même au sein des républicains, même au sein des personnes qui se déclarent républicaines, il y a une majorité favorable à la légalisation du cannabis, donc qui est encore plus élevée chez les démocrates, et qui est encore plus élevée chez les démocrates qui se déclarent de sensibilité libérale. Alors eux, il y a 90% qui sont pour. Mais il y a quand même des différences d'opinion, notamment en fonction de l'âge. C'est-à-dire que les jeunes sont massivement favorables à la légalisation, les vieux, c'est moins clair. Et là, il y a un effet de la légalisation passée sur l'opinion aussi. C'est-à-dire que, d'abord, ce qu'on voit, c'est que lorsque le produit devient légal, les populations où la consommation augmente le plus, c'est les hommes de plus de 50 ans. Et donc ça et puis il y a un constat que oui, ça marche, ça crée pas les désastres annoncés par certains. C'était ma question justement, par exemple dans le Colorado, là où vous disiez que le marché, la manière dont le marché avait évolué, c'est que notamment le marché noir avait disparu. Comment se comporte du coup la consommation ? Est-ce qu'on a une plus grande consommation ? Est-ce que d'un point de vue sanitaire, ça se passe bien aussi, ou comment ça se passe ? À chaque fois que les États légalisent, il y a un pic de consommation, il y a toujours une hausse, mais généralement après il y a quand même une stabilisation qui intervient au bout de quelques mois, quelques années, mais c'est relativement rapide cette stabilisation. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a une hausse dans la consommation, parce que l'accès est légal, il y a de la curiosité aussi, et puis oui, du coup, il y a les gens... Est-ce que ça ne représente pas un danger sanitaire ? Dans la plupart des États qui ont légalisé avaient quand même aussi en tête l'objectif, c'était pas uniquement des recettes fiscales ou la création d'une filière avec des emplois réguliers. Dans tous les États qui ont légalisé, il y a toujours eu en tête le fait que il fallait limiter la consommation de cannabis par les plus jeunes. Et ça, c'est bien documenté. On sait que
Et les plus jeunes, ça peut vouloir dire jusqu'à 23, 24 ans, idéalement. On sait que la consommation, notamment régulière ou excessive de cannabis, peut entraîner des problèmes d'apprentissage, etc. Donc il y a toujours ce souci de faire très attention à l'évolution de la consommation chez les jeunes, avec même une idée que la légalisation permet de mieux protéger les consommateurs les plus fragiles contre des consommations problématiques. Ça peut permettre aussi, légalisation peut permettre aussi des campagnes de prévention, chose que lorsque c'est prohibé, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins facile. Légaliser le cannabis, ça peut permettre effectivement de donner des financements pour l'accompagnement des publics dépendants. Il y a tout un volet aussi sanitaire qui va avec la légalisation. C'est pas juste le côté économique et liberté individuelle. Il y a tout un discours de santé publique qui est très difficile à porter dans un cadre de prohibition, parce que le discours de santé publique, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il s'appuie sur des faits, sur des choses un petit peu réelles. Si on veut avoir un vrai discours de réduction des risques, eh bien, il ne faut pas commencer par dire le cannabis c'est hyper dangereux, dès qu'on en prend une fois, c'est la catastrophe, on se retrouve immédiatement accro et on va consommer d'autres produits, parce que c'est tellement contraire à l'expérience de tellement de gens que ça décrédibilise tout le reste du discours. Donc le point de départ, c'est de dire oui, c'est un produit, si les gens en consomment, c'est bien qu'ils pensent que c'est chouette. Mais attention, c'est pas si anodin que ça, notamment dans certains cas. On sait qu'il y a aussi des personnes qui ont un problème avec le produit, comme pour toutes les drogues. C'est moins qu'avec l'alcool, mais on sait que ça existe, et on sait que la prohibition ne protège pas du tout ces personnes les plus fragiles contre les dégâts éventuels causés par certains usages du produit. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, ils font sur la question de la prohibition, lorsque Joe Biden a annoncé la suppression des peines en avril dernier pour des dizaines de milliers de personnes qui avaient été condamnées pour consommation de cannabis, ça donne quand même un signe un peu des mentalités qui sont en train de changer autour de cette question-là. Ça s'accompagne aussi avec la proposition de reclasser le cannabis dans le tableau des stupéfiants. Toutes ces, Tu peux préciser ça peut-être de quoi il s'agit ? Oui, en gros, le cannabis jusqu'alors fait partie de l'annexe 1, si je ne me trompe pas, aux côtés de l'héroïne, en tout cas donc, des drogues très prohibées. Donc, fait partie de la plus haute... la plus haute annexe du tableau des stupéfiants, et ce qui fait que on ne peut pas faire de projet de recherche autour de cette question-là, et le reclasser au sein de drogues moins dangereuses qui ont un intérêt thérapeutique permettra en fait aussi aux scientifiques de lancer des projets de recherche autour du cannabis aux États-Unis s'il est légalisé d'un point de vue fédéral. Certains États dépénalisent, d'autres légalisent. Est-ce que vous pourriez expliquer la nuance ? Dépénalisation ou la décriminalisation, ça consiste c'est par exemple ce qui a été fait au Portugal pour l'ensemble des drogues depuis 20 ans. Ça consiste à sortir les usagers de la réponse pénale. C'est-à-dire, plutôt que... le simple usage, la simple consommation et la simple détention pour un usage personnel, donc ça veut dire une quantité maximale, alors fixée, combien, ça dépend, mais ne fait plus l'objet d'une amende ou enfin ça peut rester un délit, mais en tout cas la prise en charge, les personnes sont redirigées vers les services sanitaires. Donc il y a plus personne qui peut aller en prison pour simple usage, pour simple consommation. Ça, c'est la dépénalisation. La légalisation, mais par exemple, si on reprend l'exemple du Portugal, eh bien, la cocaïne, par exemple, est dépénalisée. C'est pas pour ça qu'elle est légalisée. La légalisation, ça consiste à autoriser non seulement l'usage personnel, mais également la distribution et la commercialisation et la production. Donc c'est l'ensemble de la filière. La légalisation va de pair avec une régulation de l'offre, de la distribution
et la consommation par des instruments, je dirais, classiques, hein, les outils de la régulation, quoi, les taxes, les autorisations, les limites sur le traçage, des encadrements des produits qui peuvent être vendus. Hein. Dans certains États, sur le cannabis, les edibles, tout ce qui peut se consommer sous forme, se manger, tout ce qui est mangeable, c'est interdit. Dans d'autres États, c'est autorisé. Dans certains États, le cannabis légal, il y a une limite sur le taux de THC pour éviter les produits trop chargés. Dans d'autres États, non. Voilà. Donc tout ça, c'est donc les détails de la. Mais c'est dans un cadre de légalisation que ces éléments de régulation peuvent être mis en œuvre. Dans un cadre prohibitif, c'est interdit. Donc après, c'est le marché illicite, et le marché illicite se régule selon d'autres logiques que les logiques de santé publique. Une autre question dans le chat qui revient sur le moment où on parlait de légalisation, par exemple, de l'usage récréatif du cannabis, et qui se demande est-ce qu'on a un recul sur l'impact sur le marché noir d'autres substances lorsque le marché du cannabis devient légal. Est-ce que ça entraîne une hausse de consommation d'autres drogues qui, elles, sont... Ça s'est pas vérifié ça s'est pas vérifié, en tout cas, dans les États qui ont légalisé, non plus non plus dans les États européens qui ont légalisé, il y a pas. Mais ça, c'est vraiment un argument qui est souvent ressorti, en fait, le basculement du marché noir vers par exemple la cocaïne, les armes, etc. Mais ça s'est pas vérifié, en tout cas. Il n'y a pas eu de hausse de vente de... Dans certains États, on voit une baisse de la criminalité liée aux autres produits stupéfiants. Donc dans certains États, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la prohibition nourrit la vente jointe ou la vente de différents produits stupéfiants ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend en France ou dans des États qui sont arc-boutés sur la prohibition, les vendeurs de cannabis ne vendent pas que du cannabis. Non. C'est-à-dire que ce qui veut dire qu'un acheteur de cannabis qui lui est intéressé par ce produit-là, lorsqu'il va être en contact avec un vendeur de cannabis, il va aussi être en contact avec une offre d'autres produits. Et tiens, tu pourrais essayer ça, tu pourrais essayer ci, etc. Donc il y a toute une palette. Hein, aujourd'hui, on le sait. Dans les États où c'est légal, il y a un tel contrôle des boutiques que il n'y a pas une boutique. Enfin, évidemment, c'est évident, ça peut exister. Mais en tout cas, le risque est tellement grand pour une boutique légale qui vend du cannabis légal de perdre sa licence s'ils se mettent à vendre autre chose, que cet effet-là de complémentarité, si on veut, de gamme, il est pas du tout là. C'est dans aucune boutique officielle de cannabis, on va vous présenter aussi systématiquement et aussi facilement d'autres produits stupéfiants. Donc cet effet de contagion ou d'escalier, etc., d'une drogue à l'autre, il est beaucoup plus lié à la prohibition que à l'encadrement. L'encadrement légal permet de briser cette association. Oui, parce qu'en fait, les trafiquants, les dealers n'ont pas attendu la légalisation pour aller vers d'autres drogues. Comme tu disais, Pierre-Yves, là, ça fait à peu près 10 ans que... Ça fait 10 ans en moyenne que les réseaux de deal se sont mis en fait à proposer toutes sortes de produits, alors qu'avant on avait un vendeur spécialisé dans le cannabis. Maintenant, ce même vendeur va pouvoir proposer des drogues de synthèse, du cannabis, de la résine de cannabis. Je pense que justement, comme tu disais, c'est aussi la prohibition finalement, c'est l'ouverture d'un marché total pour eux, en quelque sorte, parce que si le cannabis est légalisé, c'est une manne financière en moins, en fait. Oui, mais il faut quand même rappeler que le gros marché de masse, c'est le cannabis. Hein. Surtout les produits dont on parle, là, ça n'a rien à voir. Le volume de vente du cannabis et en valeur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur d'autres drogues qui restent, en tout cas jusqu'à une période récente, qui restent beaucoup moins
généralement consommé, beaucoup moins consommé par une part importante de la population, quoi. Justement, sur la manne financière... On va peut-être parler du 3MMC, mais qui fait l'actualité pour d'autres raisons. Il y avait une question de Maxi Chippy 75 dans le chat qui disait est-ce que c'est justement une manne financière importante aujourd'hui pour les États qui ont passé le cap de la légalisation du cannabis ? Encore une fois, ça dépend c'est assez variable d'un État à l'autre. Ça dépend des États qui ont fait le choix d'avoir un niveau de taxe relativement bas, notamment pour lutter très très vite contre le marché noir, hein, pour que le prix de vente légal soit inférieur au prix de vente du trafic. Donc là, il y a moins de recettes fiscales. Dans tous les cas, je dirais, on n'est pas sur un marché dont les taxes peuvent sauver les finances publiques qui sont dans un très mauvais état. Si on met à l'échelle de la France, compte tenu des niveaux de consommation, des niveaux de vente qu'on peut estimer par ailleurs et des niveaux de taxes qu'on pourrait anticiper, on est de l'ordre de plusieurs milliards de recettes fiscales, peut-être de 3 à 5, certains disent un peu plus. On est loin d'être dans l'épaisseur du trait. On n'est pas dans non plus la résolution des déficits de 5% du PIB, quoi. Ça, on est entre les deux et ça dépend. Mais enfin, en tout cas, c'est loin d'être négligeable. C'est pas du tout anecdotique. Oui, il y a de la redistribution dans certains États de l'argent obtenu grâce à ces taxes sur le cannabis légal. Oui. Il y a des États d'ailleurs où les recettes, l'État s'était interdit de récolter plus qu'un certain montant de recettes fiscales sur ces produits. Et donc, au Colorado, par exemple, ça c'est la 3e année, je crois, il y a les contribuables ont reçu un chèque cannabis qui était une partie de leurs impôts a été remboursée grâce aux taxes, essentiellement des taxes de vente sur le cannabis. Bon, mais ça c'était pas non plus un chèque colossal. Il y a une question dans le chat de Thomas Collier qui demande, en tout cas qui nous indique, le Canada a légalisé au niveau fédéral avec différentes règles selon les régions, avec une production privée mais une distribution d'État au Québec et d'autres modèles ailleurs. Peut-on comparer ce modèle au modèle américain ? Oui. Le modèle du Québec, il est très, très souvent mis en avant parce que c'est vrai que les résultats ont montré en quelques années seulement que sur tout ce qui est angle santé publique, ça a vraiment permis de supprimer une grosse consommation liée au marché noir. Et c'est un modèle qui est vraiment axé sur la réduction des risques avec un accompagnement, avec la possibilité de ce qu'on fait un petit peu en France sur les consultations aux jeunes consommateurs. Enfin, il y a vraiment tout un pan qui a été mis en avant. Donc, ce modèle-là est souvent souvent évoqué comme un modèle qui a fonctionné. Après, c'est pas le modèle ce modèle-là, on ne le retrouve pas aux États-Unis selon les États. Ils sont sur quelque chose de plus privé, plus tourné vers l'économie quand même. Là, le Québec a fait quelque chose de plutôt exemplaire en la matière de légalisation du cannabis. Mais alors pour répondre d'abord, c'est une super question. C'est aussi une question de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une diversité des modes de régulation légale qui est telle, hein, d'un État à l'autre, que c'est un champ de recherche absolument passionnant. Parce qu'on peut justement se comparer des États qui sont pas forcément si différents que ça en termes de population, de structure sociale, de normes, de valeurs, etc. Mais qui ont adopté des formes différentes de régulation. Si on veut regarder un peu ce qui se passe au Canada, c'est un peu tôt encore pour avoir le recul qui permettrait de faire cette analyse comparée. Ça date de quand au Canada ? Au Canada, c'est 2019. Okay. Le Canada, c'est vraiment intéressant. Là, on sort complètement de la présidentielle américaine. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que en 2018, c'était interdit. On était dans un cadre de prohibition. Ça a été légalisé en 2019, donc c'est devenu légal. Puis en 2020, au Canada comme ailleurs, il y a eu la question du Covid et des confinements. Et donc, s'est posé la question des commerces essentiels. Quels sont les commerces dont on se dit qu'ils sont essentiels et qui doivent rester ouverts ? Et il n'y a pas eu de débat.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat. Les boutiques qui vendaient du cannabis ont été d'emblée classées parmi les commerces essentiels, au même titre que les vendeurs de tabac et d'alcool. Et donc, on est passé en 3 ans de interdit, autorisé, essentiel. Ça, c'est absolument... en termes d'évolution de l'opinion et de la perception du produit et de comment on régule ça, comment on gère ça collectivement, c'est quand même une évolution quand même assez stupéfiante, si j'ose dire. Ça montre qu'il y a une vraie normalisation, quand même. Ouais, très rapide, et surtout très rapide. Très rapide. Tout à fait. Alors en France, on est très, évidemment, on est très attiré par le modèle québécois parce que c'est une structure publique, parce que c'est une régie de distribution, etc. Donc ça va, ça ménage les sensibilités de tous celles et ceux qui se méfient beaucoup d'une organisation très concurrentielle, moins interventionniste. Et c'est un modèle qui a effectivement beaucoup de vertus, qui a aussi ses limites. On parlait tout à l'heure de la disponibilité, les boutiques. Lorsque ça a ouvert, il y a eu une mauvaise prévision des ventes et il n'y a pas eu assez de boutiques ouvertes, ou en tout cas elles n'étaient pas ouvertes assez longtemps pour servir la demande. Mais après ça a évolué. On est quand même au Québec dans un système où même les régies publiques, même les acteurs publics semblent réagir assez rapidement et être assez agiles. Et justement, dans les différents exemples qu'on a aux États-Unis et ailleurs, est-ce qu'on a vu des modèles plus vertueux que d'autres dans la légalisation? C'est une question aussi dans le chat entre distribution d'État contre distribution privée, limitation des taux de THC, etc. Est-ce qu'il y a des modèles plus vertueux que d'autres qui se dégagent? Ça dépend vraiment Oui, pour répondre à cette question, faut vraiment préciser qu'est-ce qu'on entend par plus vertueux. C'est-à-dire que, en gros, la prohibition c'est un triple désastre. C'est un désastre sanitaire parce que les usages problématiques du produit sont mal pris en charge. C'est un désastre économique parce qu'on se prive d'une filière légale et de recettes fiscales et budgétaires. Et c'est un désastre sécuritaire parce que on laisse le trafic, on laisse un marché important aux mains de mafias. Selon la forme que prend la régulation, l'un de ces 3 objectifs va être privilégié. Si on privilégie la santé publique, à ce moment-là, il faut peut-être pas aller vers des prix trop bas. Donc, peut-être maintenir des taxes à un niveau peut-être un peu plus élevé. Faut associer la distribution, faut faire attention à la distribution, faut faire très attention aux ventes aux mineurs. Si on privilégie en revanche la lutte contre les trafics, là il faut au contraire un prix très bas pour que la filière légale soit très vite très concurrentielle et assèche le marché noir. Donc on a aujourd'hui, c'est assez désolant de voir l'état du débat en France, puisque en France, on débat encore de l'opportunité ou non de légaliser. Alors que les vraies questions aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut légaliser. Les vraies questions, c'est comment légaliser. Et c'est ça, là, partout, dans beaucoup d'endroits, c'est ça les questions qui se posent. C'est pas ce qu'il faut légaliser ou pas, c'est est-ce qu'il faut réguler de manière légale. Ça peut pas être pire que la prohibition, mais il y a quand même différentes manières de réguler ce produit dans une filière légale. Et selon les objectifs, si on met d'abord en avant l'objectif économique, l'objectif sécuritaire, l'objectif sanitaire, on va avoir des formes de légalisation qui vont être plus adaptées à tel objectif. Donc, est-ce qu'il y a un modèle plus vertueux que les autres sur les 3 critères? Je dirais probablement non. Il y a un moment, il faut faire des choix, mais c'est des choix qui sont réellement politiques. Qu'est-ce qu'on privilégie pour la population? Pour en revenir aux États-Unis et à cette campagne présidentielle, tu disais, Charles, au tout début du stream, que Donald Trump et Kamala Harris avaient partagé certaines choses, des choses en commun sur la question de la légalisation du cannabis, mais qu'ils ne voyaient pas non plus la chose exactement de la même manière. Est-ce que tu peux nous préciser quelles sont leurs différences et en quoi ils voient les choses un peu différemment sur cette question de la légalisation du cannabis? Sur la question de la légalisation du cannabis, Trump ne s'est pas vraiment exprimé en long sur la question. À chaque fois qu'on le questionne là-dessus, il répond que c'est aux États en fait de prendre cette décision-là, et ça va avec toute la pensée. Oui, voilà, c'est la position républicaine là-dessus.
ça revient aux États, c'est pas à l'État fédéral de donner des directives sur ces questions-là au peuple américain. Mais il n'est pas forcément contre. Il n'est pas forcément contre, non. Il s'est jamais positionné. Il n'a jamais dit, lui, personnellement, pourquoi il voterait, par exemple, s'il était amené à voter pour ou contre la légalisation du cannabis. Je crois qu'en Floride, je crois qu'il a dit qu'il voterait oui en Floride, Okay. si je ne me trompe pas, sur la question du cannabis. Mais la différence avec Kamala Harris, c'est que Kamala Harris, historiquement, était contre la légalisation du cannabis. Lorsqu'elle était procureure générale en Californie, elle s'est souvent prononcée contre la légalisation du cannabis. C'était quoi ces grands arguments? Parce que ça paraît assez étonnant, finalement. C'est les arguments classiques. Hein. C'est les arguments qui étaient en faveur de la répression, tout ce qui est trouble à l'ordre public, santé, ce que représente le marché noir, criminalité, etc. Mais je pense qu'elle a aussi, elle en est revenue de ses positions, et puis elle a aussi écouté le camp démocrate. Je pense qu'il y a eu tout un virage qui a été pris aussi par le camp démocrate, ne serait-ce que la volonté de blanchir les condamnés pour consommation. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt, Biden qui les a graciés en quelque sorte. La volonté aussi de reclassifier le cannabis, tout ça, je pense que ça fait partie de la campagne de Kamala Harris et de ses considérations. Et du coup, c'est une prise de position finalement assez forte qu'elle a faite sur la volonté de le légaliser d'un point de vue fédéral. Elle n'a pas encore donné toutes les possibilités qui pourraient permettre une telle légalisation, mais en tout cas elle s'est engagée pour, et ça fait partie aussi bien d'un programme sanitaire que d'un programme économique et que d'un encouragement à la création de petites entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a la volonté pour elle de se saisir, je pense, de cette question-là et d'en faire un outil de campagne pour la dernière ligne droite. Et les Américains... Pardon, vas-y. Non, elle a pas... Enfin, sa position historiquement n'était pas si hostile que ça, mais elle n'était pas pour. Elle s'est prononcée d'ailleurs contre lorsqu'il y a eu le référendum en Californie. Elle était opposée en disant qu'elle n'était pas opposée à la légalisation en soi, mais que pas de cette manière-là. Donc c'était une position quand même assez ambiguë. En tant que procureur, elle a appliqué la loi et de manière sans trop d'état d'âme. Hein. C'est pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a quand même mais elle a toujours, par exemple, depuis longtemps, lorsqu'on l'a interrogée il y a déjà des années sur le fait de savoir est-ce que vous avez consommé, elle a toujours dit oui, j'ai consommé. Et pas une seule fois. Enfin, elle a même dit ce qu'elle écoutait. Comme rap. Trump, par exemple, il dit quoi? On sait alors, on ne sait pas ce qu'il écoute quand il fume. Mais... Trump, je n'ai pas le souvenir, je ne sais pas s'il a déjà avoué ou non avoir de mémoire, Kamala Harris, c'était Snoop Dogg et Tupac. Qui crée un cadre plutôt propice. Ouais, apparemment. Non, mais elle a toujours été sensible aussi, y compris en Californie, au fait que la prohibition pesait de manière disproportionnée sur des populations racisées. Oui, ça, c'est un thème qu'elle porte depuis toujours. Et ça, elle a toujours. Ça veut dire quoi précisément le fait que ça pèse plus particulièrement sur des populations racisées? Parce que c'est elles qui font le plus l'objet de contrôle. C'est elles qui sont la part des personnes noires en prison aux États-Unis est très élevée. Une partie non négligeable, c'est à cause des questions de stupéfiants, etc. Mais Kamala Harris, souvent, dans des questions qui l'embêtent, elle répond par une boutade. Et lorsqu'elle a été interrogée il y a quelques années sur sa position par rapport au cannabis, on sentait qu'elle n'avait pas très très envie de répondre clairement. Elle disait: la moitié de ma famille est jamaïcaine, comment je pourrais être opposée? Voilà, c'était voilà, c'était. Et puis elle riait, quoi. Elle partait d'un grand rire. Bon, voilà, ça résout. Ça laisse entendre un petit peu. Ça laisse entendre plein de choses, mais ça répond pas non plus de manière franche et claire. En tout cas, c'est pas un problème politique, quoi. Non, mais du coup, oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que la semaine dernière, lorsqu'elle a annoncé ça, ce programme lié au cannabis, c'est vrai que c'était un petit peu surprenant aussi, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'elle en fasse
un de ses thèmes de campagne en prônant une légalisation fédérale, quoi. Et justement, est-ce que ce débat existe d'une manière générale dans la campagne présidentielle américaine, ou est-ce que c'est surtout un débat en fait qui existe dans les États qui sont concernés par le vote du 5 novembre prochain, puisqu'on rappelle aussi pour ceux qui nous rejoignent, si on en parle aussi ce midi, c'est parce que le 5 novembre, au-delà des élections présidentielles américaines, il y aura aussi certains États qui vont devoir statuer sur la légalisation ou non du cannabis, et donc c'est pour ça que c'est un sujet de campagne. Mais est-ce que du coup c'est un sujet qui leur est réservé, ou est-ce que c'est un sujet qui existe dans la campagne présidentielle américaine dans sa globalité, et des électeurs qui peuvent se poser la question, tiens, je vais regarder leur programme à Trump et à Kamala Harris par rapport à leur programme et leur vision par rapport au cannabis, et donc je vais orienter mon vote plutôt pour l'un ou pour l'autre. C'est un peu en filigrane, c'est pas un thème principal de la campagne, pas du tout, mais je pense que c'est un thème qui est important pour les Américains, ne serait-ce que on l'a vu sur l'opinion publique américaine est massivement en faveur de la légalisation du cannabis. Il y a des bilans qui ont été faits des États qui ont légalisé. On commence à avoir du recul maintenant. On est sur au moins 10 ans de recul pour certains États, donc ce qui fait que on arrive en fait à voir les bienfaits en fait de la légalisation au profit d'années et d'années de prohibition. Et donc du coup, je pense qu'en fait c'est plus un débat, un débat souterrain, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu en seconde lame ce débat. C'est pas un des thèmes principaux de la campagne, mais c'est quelque chose qui, si Kamala Harris est élue et si elle met en place ce qu'elle a dit au niveau de la légalisation fédérale, là, ce serait quelque chose de très gros aux États-Unis, parce que ce serait le pays de la guerre à la drogue qui revient sur plus de 60 ans de philosophie, même plus. Ouais, un peu plus. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. C'est déjà. Faut voir qu'il y a déjà 24 États où c'est légal, que les gros États. Dans les gros États, c'est déjà légal, puisque c'est 24 États, donc c'est un peu moins de la moitié des États, mais ça représente 60% de la population. Et si ça passe en Floride là, le 5 novembre, on est à pas loin de 2/3 de la population américaine qui vit dans un État où c'est légal. Hein. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc il y a un point de bascule quand même. Hein. Point de bascule, parce que par exemple, la Floride, je trouve, illustre assez bien ce point de bascule, parce que c'est pas un État où on a un historique de consommation du cannabis. Là, c'est pas la Californie. Voilà, c'est pas du tout la Californie, à la différence de la Californie, où depuis la légalisation, et même avant la légalisation, il y avait vraiment une culture de la consommation du cannabis, avec de la recherche vers des variétés très spécifiques, et on voit que le marché légal, c'est aussi dirigé vers cette logique-là, c'est-à-dire de proposer des produits très très chers, des variétés premium. Donc en fait, il se positionne un peu sur l'angle luxe limite, complètement. Et donc c'est ça la différence, c'est que par exemple un État comme la Floride où historiquement, on n'a pas de consommation de cannabis autant ancrée dans la culture, se pose la question de la légalisation du cannabis. Ça montre quand même qu'en fait, il y a un basculement dans les mentalités aux États-Unis sur cette question-là. Et d'ailleurs, dans un de tes papiers, tu dis que la Floride, si demain l'usage récréatif est légalisé, pourrait devenir l'un des plus grands marchés mondiaux, non? Oui, c'est les comment dire... les projections qui sont faites autour de la Floride, ouais. Je crois que je sais plus le chiffre que j'avais trouvé, mais ce serait bien plus important que la Californie. Ah oui, c'est plus important que la Californie. Ouais. En termes de possibilités de vente et même de recettes financières que ça pourrait rapporter. Je vous remercie tous les deux, Pierre-Yves et Charles, d'avoir été avec nous pour venir discuter de cette question de la légalisation du cannabis aux États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous, puis merci pour toutes les questions posées. Merci à vous.